Bonjour, bonsoir, selon la formule consacrée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette émission, que ce soit en direct en ce moment ou ultérieurement. Aujourd'hui, journée un petit peu particulière, puisque nous avons plusieurs invités et que nous officialisons le début d'un appel de dicrimocratie, un appel à partisans, à syndical, dans lequel nous allons essayer de vous expliquer qu'à travers une simple démarche administrative, nous pourrions, ni plus ni moins, changer, refonder le système qui permet aujourd'hui d'asservir une partie de nos concitoyens, les paysans, toutes filières confondues. Et nous allons essayer de vous expliquer, chacun notre tour, pourquoi nous sommes des co-appelants à la dicrimocratie. Dicrimocratie, mot inventé par Alexandre Boisson de SOS Mère, qui ne sera malheureusement pas là aujourd'hui, mais à qui nous rendons hommage, ainsi qu'au travail terminé et qui n'a pas eu de suite, mais un grand travail précurseur des brigades d'ICRIM, à qui nous rendons hommage. Vous pourrez donc aller sur le site de SOS Mère et sur le site des brigades d'ICRIM afin de vous rendre compte du travail qui date de près de 10 ans maintenant en ce qui concerne l'existence de SOS Mère et d'Alexandre Boisson. Et nous tenons, avant de commencer cette émission, ils n'ont pas pu être présents, leur rendre hommage et les saluer pour le travail de fond qu'ils réalisent et qu'ils ont réalisé depuis des années. Nous avons parmi les co-appelants Jean-Claude Goni, qui malheureusement lui aussi, puisqu'il est en assemblée citoyenne, hein, et donc c'est le principe de dicrimocratie, d'une association de faits. On se respecte, on essaye chacun de continuer d'œuvrer dans les directions que nous avons tous choisies. Et à ce titre-là, de temps en temps, nos calendriers ne coïncident pas et la priorité, c'est le travail des co-appelants, c'est leur engagement politique, citoyen, associatif, un engagement qui, au fur et à mesure des années, a pris de l'ampleur et leur a permis à tous, y compris à moi, de pouvoir, après mûre réflexion, arriver à la conclusion que nous avons une possibilité à notre niveau de pouvoir, encore une fois, changer le système et redonner à notre paysannerie un revenu agricole. Une fois n'est pas coutume, je vais me présenter. Je suis donc Stéphane Bernard, président de l'association des mairies démocrates de France, association de citoyens pour les citoyens. Nous essayons de militer auprès de nos congénères, auprès du peuple français et auprès du peuple francophone pour le développement du pouvoir intérieur, pour cette capacité qui nous manque tous de pouvoir décider de dire oui ou de dire non de façon ferme, déterminée, afin de reprendre aussi notre citoyenneté et de pouvoir, dans le cadre des élections en règle générale municipale, au niveau communal, essayer de reprendre une forme de pouvoir et de décision qui nous a été volée au fur et à mesure des décennies. Quand Alexandre Boisson, qui fait partie des consultants extérieurs de notre association, nous a présenté son travail il y a quelques mois, il était devenu évident qu'il fallait, à un moment donné, trouver par un collectif dont les principaux représentants sont là, ce n'est que le début, une voie pour essayer à la fois d'appliquer la loi, puisque nous sommes tous ici présents des légalistes. Nous avons malheureusement pour certains, ou heureusement pour d'autres, tous connu les problématiques dont nous allons parler, les modes d'action qui ont toujours été une fin de non-recevoir, les manifestations, les appels à la désobéissance civile,
et toutes les formes éventuelles de rébellion, entre guillemets, qu'un citoyen oppressé dans une société qui est de plus en plus difficile au service du libre-échange et où que quelques-uns arrivent à tirer, comme on dit, les marrons du feu. Nous avons tous essayé à un moment donné, avec nos actions diverses et variées, tenter de pouvoir, dans le secteur d'activité où nous officions, changer les choses. Si aujourd'hui je suis coappelant de la dicrimocratie, hein, mot qui relie le DICRIM, document d'information communal des risques majeurs, on vous expliquera pourquoi, et le mot démocratie, puisque nous sommes tous ici présents à notre manière des démocrates participatifs, des démocrates directs, des démocrates qui souhaitent avoir une vraie république, d'autres qui souhaitent en sortir, d'autres qui sont des démocrates directs systémiques, peu importe ce que nous prônons, peu importe nos croyances, peu importe nos appartenances, peu importe d'où nous venons et nos origines politiques, religieuses ou éventuellement syndicales. Aujourd'hui, nous mettons tous de côté ce qui nous différencie pour essayer d'aller dans une direction et dans un espoir commun. Et donc, nous lançons le premier appel à la décrimocratie, un appel pour sauver nos paysans. On va commencer les témoignages. Hein. C'est juste une émission de témoignages et de présentation. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre, collectifs, sociétés, associations de faits, associations de loi 1901, simples citoyens, partis politiques, quoi que vous soyez, syndicats, il peut y avoir à un moment donné une convergence. Et si nous mettons nos appartenances de côté, nos convictions personnelles, nous pouvons, en les mettant au service du bien commun, en se servant d'une législation, en se servant de ce qui existe déjà dans la loi du Code des collectivités territoriales, la loi de l'environnement, la loi de la sécurité civile, les obligations que la législation française, que nous avons en tant que citoyens validées, implicitement ou explicitement, qui oblige nos élus à, travers le DICRIM et à travers le plan communal de sauvegarde, à préserver notre intégrité de citoyens français, notre intégrité d'administré communal. Et la première des intégrités, bien évidemment, c'est celle de l'alimentation et celle qui devrait être au service de l'ensemble de la communauté française. Nous allons donc commencer aujourd'hui par une présentation de Sylvie Bonaldi, qui est malheureusement juste de passage et qui va devoir nous quitter très rapidement. Sylvie, bonjour. Est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter rapidement, d'expliquer ton combat actuel et de nous expliquer aussi pourquoi tu as rejoint cet appel de la dicrimocratie. Bonjour tout le monde et merci à la MDF de nous proposer cette émission. Donc, en fait, moi, je suis une écologiste quand même. Hein, donc, je suis une écologiste qui a été président d'une association environnementale jusqu'à mon mandat d'élu, qui défend les terres agricoles sur la plaine du Var, qui est une des plaines les plus fertiles de France. Donc, j'ai toujours chevillé au corps cette défense-là des terres agricoles quand je voyais une route qui se construisait sur un espace qui était typiquement de grande qualité agraire. C'était comme un coup de poignard sur moi. Donc, je suis donc une environnementaliste, enfin une écologiste. Ensuite, j'ai été élue aux dernières élections municipales sur une liste uniquement d'écologistes et citoyens et écologistes. Et pendant
déjà avant, avec du temps des grands combats avec l'association CAPRE, hein, donc Collectif Associatif pour des réalisations écologiques, j'ai fait la connaissance aussi de Martine et Claude Donnet, et donc je suis également adhérente en toute franchise, et nous avions, à l'initiative de Martine, créé la fédération qui s'appelait Déter Pas d'Hyper, qui, constatant que les grandes surfaces s'installaient toujours sur des terres en périphérie des villes de qualité agraire, il nous est apparu important de créer cette fédération pour mutualiser un petit peu et tous les combats sur la défense des terres. Donc, par rapport au DICRIM, en fait, je trouve que c'est important, sans doute, effectivement, d'utiliser le DICRIM pour essayer de protéger les terres agricoles et la paysannerie, et dans le même temps la paysannerie, dans la mesure où il faudrait quand même, à un moment, hiérarchiser les risques. Et le besoin en alimentation, c'est quand même le premier besoin, hein, même si de temps en temps, un jeûne ne fait pas de mal. Mais le besoin en alimentation, c'est quand même le premier besoin, et donc il n'est pas du tout traité effectivement dans les plans communaux de sauvegarde et au niveau du DICRIM. Donc, dans le même temps, de toute façon, on se rend compte qu'au niveau du droit européen et puis droit français, il n'y a rien qui protège les sols, en fait. La qualité du sol et la protection, surveillance et résilience des sols, au niveau du droit européen, il y a quelque chose en projet, mais ça a été, pour l'instant, ce n'est pas fait. Autant il y a eu du droit, des lois sur l'air et sur l'eau, mais il n'y en a pas sur le sol. Donc c'est vraiment, effectivement, le délaissé, en fait, et pourtant très, très important. Donc par ce biais-là, c'est quand même notre souveraineté alimentaire, hein, qui est en jeu, et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Au niveau de Nice, par exemple, il y a eu une agence de sécurité sanitaire et environnementale et de gestion des risques qui a été créée en 2020, juillet 2020. Et l'objectif qui est énoncé, c'est de pouvoir faire preuve d'anticipation en menant des réflexions afin de réduire au maximum les effets des crises sur la population. Mais rien, absolument rien, au niveau de la protection des sols et de la gestion de crises de rupture alimentaire. Tout ce qui a été fait récemment, y compris le Conseil local de santé, ça tournait toujours autour de la plandémie, hein, ce que j'appellerais plandémie, parce que finalement, on voit que tout ce qui s'est mis en place, ça a été mis en place au moment du Covid. Et donc, dans le DICRIM, le document DICRIM de la mairie, qui existe déjà quand même on y accède, hein, il y a quand même une quarantaine de pages, je crois. Le DICRIM donne des pistes par rapport à, il dit ce qu'il a fait par rapport à, justement, au moment du Covid, la multiplication des tests, des centres de vaccination, mais enfin voilà, il n'y a rien sur l'alimentaire. Beaucoup de choses d'initiatives ont été faites autour de ça, autour de la gestion d'une épidémie. On a connu ici à Nice quand même des tempêtes, on connaît les tempêtes, hein, et donc ce qui est géré un petit peu, c'est les moyens de communication au moment des tempêtes, pour pallier les ruptures des lignes de communication, ce qu'on a vécu. Mais enfin, rien au niveau de l'alimentation, au niveau de la protection des terres agricoles. On peut voir avec le pays voisin, l'Italie, on peut comparer en fait, c'est que et puis notamment la Sicile par exemple, je ne sais pas, ça a peut-être changé, mais quand j'y suis allée, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau de l'urbanisation, c'est que les communes étaient des communes quand même, toutes étaient moyennes, il n'y avait pas de mitage du territoire, et donc les communes étaient suffisamment importantes pour avoir toutes les infrastructures qui sont importantes, hein, et tout autour des communes, ce ne sont que des terres agricoles. Entre les communes, ce ne sont que des terres agricoles et pas le mitage que nous avons eu en France avec les petits lotissements. Donc je pense que ça peut se traiter au niveau des communes et des métropoles
très bien, effectivement, déjà par le biais des plans locaux d'urbanisme. C'est par ce biais-là qu'on peut agir pour prévenir tout ça. La loi sur les ZAN, les zones artificialisation nette, zéro artificialisation nette, c'est prévu pour être mis en place jusqu'en 2050 en fait. Donc on est loin d'être très réactif à ce sujet-là. Voilà, pour l'instant, ce qui se fait, ce que l'on peut voir, la disparition des terres agricoles, on est loin de ce zéro artificialisation nette. Voilà, écoutez, donc dans le droit environnemental, donc ça pêche au niveau de la protection des sols et y aller par ce biais-là, c'est sûrement par le biais du DICRIM et du plan communal de sauvegarde, c'est sûrement un bon moyen de sensibiliser les citoyens et les maires, de mettre en place tout ce qu'il faut, puisqu'ils sont responsables de la sécurité de leurs administrés, de mettre en place ce qu'il faut pour éviter la famine, tout simplement, et puis voilà, le risque de rupture alimentaire. Eh bien, merci beaucoup Sylvie. On va te libérer. Tu passeras le bonjour à Chloé Famry, qui est aussi une consultante extérieure à l'Association des mairies démocrates de France, rattachée à l'international et à la démocratie suisse, qui est un exemple aussi pour nous, puisque tu vas organiser sa venue pour une conférence. Merci Sylvie, nous te libérons et nous allons donc continuer avec une autre femme, mais celle-ci accompagnée, puisque nous avons la chance d'avoir Martine Donnette et Claude Dio. Bonjour Martine, bonjour Claude, j'espère que vous allez bien tous les deux. Oui, rapidement, s'il vous plaît, présentez-vous. Avant que Sylvie ne parte, je signale qu'il y a déjà des projets qui déposent des dossiers à 9 900 mètres carrés pour être en dessous des 10 000 mètres carrés. Donc, le problème des 999 mètres carrés de surface de vente, on va les revoir avec les bâtiments à 9 900 mètres carrés. Donc, le combat n'est pas terminé. Et c'est pour ça que je vous rejoins pour mettre en place la dicrimocratie et que le DICRIM soit vraiment le document qui nous rapproche tous et qui nous rassemble et qu'il faut absolument que l'on défende. Parce qu'ils vont continuer, il ne faut pas rêver, c'est infernal. Et là, dans le dossier, j'ai le préfet qui ajoute, oui, vous avez la dérogation parce que votre projet ne dépasse pas 10 000 mètres carrés de bâtiment. Alors Martine, justement, tu rentres dans le vif du sujet. Pourquoi quelqu'un comme dans votre combat, toi et Claude, avec votre association En Toute Franchise, il serait bien que tu te présentes, puisque on a tout de suite compris que tu avais la dent dure, et à juste titre, contre la grande distribution. Donc je vous laisse vous présenter rapidement et expliquer quel est votre combat depuis plus de 25 ans, et nous expliquer aussi pourquoi vous avez rejoint la dicrimocratie. Voilà, notre combat, nous, on se bat contre toutes les irrégularités de la grande distribution, parce que de toute manière, si aujourd'hui la France détient le record de milliers de mètres carrés de grande surface, c'est bien parce qu'on a eu un laisser-aller, que ce soit des députés, des sénateurs, des gouvernements, qui n'ont jamais voulu faire appliquer la loi. Il est là le souci. C'est pas qu'on n'a pas de loi, toutes les lois, elles existent. Le plan de prévention des risques, le plan local d'urbanisme, on les a tous, les documents. Mais il n'y a personne qui contrôle que rien n'est respecté. Donc aujourd'hui, on s'est dit, nous, on va continuer notre chemin sur la dénonciation des projets qui sont totalement illégaux, inutiles, et vraiment, comme on avait fait avec, justement, comme l'a rappelé Sylvie tout à l'heure, des terres pas d'hyper. Je regrette que cette association n'a pas pu être pérennisée, mais l'esprit est toujours le même. Et avec la dicrimocratie, avec ce nouveau mouvement, d'expliquer aux gens que justement, il y a un document qui précise les risques majeurs
et que les maires n'hésitent pas à donner des permis de construire alors que les risques majeurs sont référencés, sont bien, sont bien calculés et qu'ils continuent à donner des grandes surfaces sur ces risques majeurs. Donc, quand on regarde comment la grande distribution s'est implantée, elle s'est toujours implantée sur des terres agricoles. Pourquoi des terres agricoles? Parce que les paysans les ont bien aplanis, les ont bien entretenus. Donc, c'est plus facile à la grande distribution de venir sur des terres agricoles que d'aller défricher, que d'aller s'enquiquiner à remettre les terres d'aplomb. Là, tout le travail a été fait depuis des siècles par les paysans. Donc, il est important, alors déjà, il est important de sauvegarder toutes les terres agricoles par rapport aux risques majeurs, parce qu'il y a des tempêtes, des sécheresses, des inondations, il y a tout ça. Donc, c'est inscrit, tout ça sont inscrits dans les documents détenus par la mairie. Il y a les aléas des incendies, les aléas des inondations, il y a tout. Mais quand le citoyen, comme le citoyen ne s'en préoccupe pas, eh bien les maires, ils passent outre ce document. Donc, il est là le scandale. Et nous, on espère, avec tous les dossiers que l'on a, qu'on peut mettre à la disposition de tout le monde, faire la démonstration que les maires n'ont pas hésité d'aller sur des zones Natura 2000, d'aller sur des zones agricoles, d'aller sur des zones à risque, d'aller sur des zones sismiques. Mais rien ne les arrête. Rien ne les arrête. S'il n'y a pas une conscience collective qui s'installe pour dire il faut que le citoyen soit au courant d'abord des risques pour sa santé déjà, hein, des risques pour son alimentation aussi, et si le citoyen s'en occupe pas, eh bien on va être encore tous démunis devant cet état de fait. Donc c'est pour ça qu'on a rejoint la dicrimocratie. Il faut aussi ne pas oublier cependant, mais je pense que Philippe l'évoquera rapidement, du fait que la grande distribution, avec son extension et son hégémonie, est aussi pourvoyeuse de la fin de vie des petits commerçants et des artisans, qui est un de vos combats, et que malheureusement, elle ne crée pas d'emploi, elle en détruit en plus de détruire le tissu et les liens qui relient les gens à travers l'artisanat et à travers le petit commerce. Je vais vous dire, le combat pour lutter, pour préserver les commerçants et les artisans dans les centres-villes, c'est pareil, c'est parce que le travail n'a pas été fait au sein des chambres de commerce, des syndicats, j'entends des syndicats de commerçants, ils ne se sont pas penchés sur la voyoucratie qu'il y a à l'intérieur des dossiers, parce qu'il est là le problème. Nous sommes allés il y a 2 jours à la cour d'appel de Marseille. Eh bien, je vais vous dire, un commerçant arrive là, il ne comprend rien de ce qui est dit pendant la plaidoirie. Il ne peut pas comprendre. On ne parle pas du commerce. On ne parle pas du commerce, ils sont en train de parler, on parle de tout, mais sauf du commerce. C'est-à-dire, c'est comment on va réussir à sensibiliser les juges pour que le projet passe. On ne s'occupe pas du tout si on va abîmer les terres, parce que là, en plus, le projet, c'est le projet d'Open Sky. En plus, le projet d'Open Sky, quand il va être imperméabilisé, c'est la ville de Biot qui va être inondée. Donc, vous voyez, il y a un tas d'éléments qui sont réalisés par des experts, parce que moi, c'est ça qu'il faut dire, c'est que tous les documents qui sont dans le DICRIM, ils sont réalisés par des experts. C'est pas le premier pèlerin qui est arrivé. Hein. Ils ont fait des études d'ingénierie, ils ont fait pour calculer les aléas, pour transposer dans les cartes tous les dangers potentiels. Je suis désolée, ce sont des experts qualifiés. Et ces experts qualifiés ne sont pas respectés par les élus qui vont délivrer des autorisations sans prendre en compte tous ces avis. C'est ça qui est dramatique. Hein. Il faut arriver à que le citoyen comprenne. Il y a des gens qui font leurs travaux, qui font leur travail, qui sont experts. Moi, j'en connais. J'ai connu des personnes, des inspecteurs qui ont étudié le permis de construire. Le permis de construire, en son âme et conscience, on dit on ne peut pas délivrer ce permis de construire. Son chef a dit tu vas le signer. Ben, il s'est mis en maladie.
Est-ce que vous trouvez normal en France que un expert se mette en maladie pour ne pas signer un permis frauduleux, pour ne pas rendre des avis défavorables? Et les avis des ministres qui donnent des avis défavorables. Quand vous avez là les avis des ministres, ils donnent des avis défavorables parce que le plan local d'urbanisme n'est pas respecté, que rien n'est respecté, tout le monde vote pour le projet. Localement. Donc, je vous dis, moi, je suis très heureuse que ce dicrimocratie va se mettre en place parce que ça reprend ce qu'on a créé avec Sylvie il y a une dizaine d'années, c'était le Déterre pas d'hyper. Peut-être qu'on était trop en avance à l'époque, je pense. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Mais pas compris qu'on a tous intérêt. On a tous intérêt à ce qu'on marche dans le bon sens et de faire respecter les documents élaborés par nos experts. Voilà. Martine et Claude, merci beaucoup de ce témoignage. Avant de passer la parole à notre ami Philippe Grégoire, oui, tu voulais terminer quelque chose? Pardon. Vous savez que nous aussi, on va vous laisser parce qu'on avait promis d'aller à une autre réunion aussi. Et on va parler du DICRIM, justement. Bien, voilà. Merci en tout cas, Martine et Claude, d'avoir pris le temps de bien vouloir nous accorder 10 minutes, un quart d'heure. Ça semblait important. On se rend compte que si le phénomène qui nous permet, en ouvrant une porte qui est déjà entrouverte, qui est même déjà carrément grande ouverte, nous pouvons toucher tous les secteurs d'activité. Les premiers appelants sont très révélateurs justement de la convergence des luttes. On peut parler de convergence des luttes dans ce cas-là de figure, simplement parce que il y a une approche systémique et holistique au niveau des circuits courts locaux. Alors pas ceux qu'on nous a vendus, les vrais. Et d'ailleurs, Philippe nous expliquera aussi, entre autres, cette approche avec aussi Pamela Deligne de la Passerelle qui s'occupe des tiers-lieux. Avant de passer la parole, merci beaucoup Martine, excuse-moi, je vous salue, au revoir Claude, vous partez quand vous voulez comme Sylvie, voir Sylvie nous accorde un peu plus de temps de sa présence. Oui. On vous suit après, on regardera la fin de l'émission. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Elle ne va pas durer très longtemps. Au revoir, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt Martine. Au revoir Claude. Alors pour continuer, je vais prendre juste une petite respiration pour vous montrer le site Construisons notre bonheur, où vous avez l'appel du collectif Escapade. Je vous renvoie à une émission très intéressante que nous avons eue d'1h30 d'hier avec Jean-Claude Goni. Jean-Claude Goni, donc de l'engagement solitaire et coopératif pour l'agriculture paysanne et l'alimentation durable, a fait un plaidoyer très intéressant que je vous invite à remplir. Je vous invite à rejoindre aussi ce collectif. À titre personnel, en tant que représentant de la MDF, nous l'avons signé. En tant que dicrimocrate, nous l'avons aussi signé. Ce qui est intéressant au sein de ce collectif, de cette association de faits, c'est que nous avons ensemble la possibilité de pouvoir se respecter et de faire ce dont nous avons chacun de notre côté décidé de faire tout en œuvrant pour le bien commun. Je vais passer la parole à Philippe Grégoire. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane, merci d'organiser cette réunion. C'est la moindre des choses. Alors Philippe, tu es, comment tu as souvent l'impression de dire le cœur atomique quand tu parles dans tes vidéos que je regarde presque tout le temps. Tu expliques qu'il y a toujours un cœur nucléaire. Alors Philippe Grégoire, avec malheureusement l'existence du SAMU social agricole, qui est une association dans laquelle tu officies, et qui, malheureusement, fait œuvre de salut public puisqu'elle aide les paysans. Et nous saluons ici le travail de ta personne, mais aussi de toutes les personnes qui t'entourent. Comme en toute franchise, allez aider le SAMU social agricole national. Ils ont besoin, si vous avez les moyens, de les aider afin d'aller au chevet de nos agriculteurs.
qui sont donc à la base du premier rappel que nous faisons avec la dicrimocratie. Il y en aura d'autres, hein, mais on va déjà commencer par celui-ci qui est un gros chantier qui prendra des mois, voire peut-être des années, espérons. En tout cas, pas une décennie, mais au moins quelques mois et 1 ou 2 années pour être mis en place si on y arrive. Philippe, je vais te demander de te prêter au jeu. Si tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, expliquer rapidement ton combat et pourquoi, à ton avis, la dicrimocratie peut être un vecteur inédit qui a déjà été parcouru, hein, ce chemin par SOS Mère et les brigades d'ICRIM, encore une fois, on le répète, mais que nous reprenons à notre compte. On t'écoute, Philippe. Oui, alors moi je suis agriculteur dans le Maine-et-Loire auprès d'Angers, ex-producteur de lait jusqu'à l'année dernière, producteur de viande maintenant. Je suis non syndiqué depuis 1993 ou 1994, donc je suis pas syndiqué. Et donc on a mené des combats avec des associations indépendantes, comme l'association des producteurs de lait indépendants avec les grèves du lait en 2009, ce qui m'a permis de siéger dans les ministères sous Sarkozy et Hollande, un peu encore aujourd'hui, mais un peu moins. Et donc, on a vu un peu tous les côtés, tous les tenants et les aboutissants de ce modèle. Et puis, bien sûr, oui, tu l'as dit, l'équipe du SAMU social agricole. Et puis après, au niveau national, je suis aussi invité comme référent agricole dans des mouvements souverainistes, où, par exemple, des gens comme Emmanuel Todd, je suis dans le groupe d'Emmanuel Todd, avec Jacques Sapir, des gens comme ça, Georges Kuzmanovic. Donc ça, c'est pour la partie agricole au niveau national où il me faut intervenir. Quand c'est nécessaire, j'interviens pareil dans les assemblées générales, j'en ai 2 à faire, une de la coordination rurale et une de la confédération paysanne. J'interviens où on m'invite. Et donc, la décrimocratie, c'est de faire appliquer la loi, essayer de voir si on peut faire appliquer la loi pour sortir des griffes de l'industrie agroalimentaire qu'a la main sur la paysannerie et des grandes et des moyennes surfaces. Donc, nous, il y a 3 grands leviers qui concernent, dans lesquels les agriculteurs ne peuvent pas échapper. Il y a le coût de production qui est lié au pays, hein. Chaque pays a un coût de production propre qui est lié au régime du pays déjà, au régime fiscal, au régime social, mais qui est lié aussi au choix stratégique des États, le coût de l'énergie, et puis le monopole des facteurs qui est le climat, qui n'est pas le même d'un pays à l'autre, voire même d'une région à l'autre. Ensuite, bon, après, sur le plan monétaire, bien sûr, il y a le taux de change hein, qui va jouer avec ceux qui font qui échappent à la fiscalité. Hein. Il y a l'optimisation fiscale, mais il y a les paradis fiscaux. Il y a quand même au sein de l'Union européenne, Malte, Chypre, l'Irlande, le Luxembourg et la Hollande qui fait qui échappent, hein, qui font de l'évasion fiscale, hein, donc au sein de l'Union européenne. Donc voilà, ça c'est le problème. Et nous, où on peut agir, donc j'ai cité le 2e point. Le 3e point, et c'est là qu'on s'inscrit tous en tant que consommateurs, qu'on soit agriculteur ou pas agriculteur, ça nous concerne tous puisque la nourriture c'est la santé, donc les paysans ils apportent la nourriture, donc la santé et l'entretien des territoires, donc ils jouent des missions importantes. Donc c'est la fameuse filière agricole, toutes les filières agricoles. Et là dans les filières agricoles, ça va me permettre de répondre à la première intervenante sur la protection des sols. Dans la filière agricole, le problème qu'on a, c'est que dans l'organisation des filières agricoles, il y a des situations d'oligopole et de conflit d'intérêts, bien entendu. Donc, c'est ce qui fait que sur 100 € TTC, il revient 4,5 € net à l'agriculteur. Alors, tant qu'il reviendra 4,5 € net à l'agriculteur, avec un endettement de moyen de 260 000 € et un âge de 51 ans et 4 mois, et un âge pour les producteurs européens de 55 ans, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas et on ne pourra pas assurer la protection des sols qui se dégradent, comme l'a bien dit Claude et Lydia Bourguignon, puisqu'on est descendu à des endroits à plus qu'1,5% de taux de matière organique dans les sols en Europe. Hein, donc c'est la catastrophe. Et donc on ne pourra pas entretenir nos exploitations, le parc matériel
est en train de se délabrer, vieillir, ou il tombe en leasing avec les sociétés de leasing, dont la Rabobank qui est en Hollande, qui met la main tranquillement sur les exploitations à travers le leasing. Et puis bientôt, ça va être le tour du foncier avec des investisseurs étrangers, parce qu'on a 4,50 €. Donc on ne pourra pas, bien sûr, protéger les sols, on ne pourra pas renouveler les générations, et le risque de rupture alimentaire, oui, bien sûr qu'il y a un risque de rupture alimentaire, puisque les paysans aujourd'hui, s'ils ont fait un peu d'économie-gestion, j'en ai encore qui m'appelaient tout à l'heure, ceux qui font de la gestion pure et dure, ils vont arrêter de travailler les sols, comme moi je l'ai fait. Et beaucoup commencent à arrêter de semer. Là, je vais peut-être vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Quand vous allez rouler maintenant en voiture ou en train, vous observerez des zones entières qui vont rester nues. Ils vont donner un coup de broyeur, mais ils ne vont plus cultiver la terre. Ils ne vont plus faire de blé, plus de maïs, plus rien. Ils vont arrêter. Pourquoi? Parce que ça coûte, on va manger de l'argent, on mange de l'argent en allant cultiver nos terres. Donc on va arrêter de les cultiver. Et il y a des céréaliers, ça y est, c'est commencé, qui vont laisser les terres à l'abandon. Voilà. Ils vont juste toucher la prime PAC et ils vont s'arrêter là. Alors, jusqu'au jour, on le sait pourquoi, parce que puisque l'agroalimentaire est lié au syndicat FNSEA, bien entendu, qui vont tout de suite s'empresser d'aller voir la ministre ou le ministre pour lui dire attention, attention, ceux qui ne mettent pas en culture, il faut leur enlever les aides. Voilà. Alors, ça veut dire tout simplement que la paysannerie est tombée, on est tombé au service de l'industrie agroalimentaire, des petits soldats, des apporteurs de minerais, mais en aucun cas des gens respectés pour nourrir la population dignement toute l'année, dans de bonnes conditions, et de pouvoir se rémunérer. C'est pour ça que la DICRIM est très importante, parce que 80% de l'alimentation est produite en France, transformée en France, consommée en France. Mais sur ce volume-là, 4,50 €, ça revient au même, on n'a pas de rémunération. On n'en a pas parce qu'il faut passer par les centrales d'achat, par l'agroalimentaire, soit par un abattoir, soit par une laiterie. Comme il faut passer soit par un abattoir, soit par une laiterie, c'est lui qui va dicter la musique. C'est lui qui a la main sur le reste de la filière. Et à partir de là, on ne peut rien faire. Donc l'idée de la décrimocratie, c'est de développer les circuits courts qui représentent que 3 milliards sur 90 milliards d'euros. C'est que les gens, par leur acte d'achat, contournent ce modèle-là à travers les PAT, projets alimentaires territoriaux. Donc, aller vers les élus, leur expliquer que la restauration collective, c'est 40 millions de repas chaque jour, sur les 204 millions. Donc, sur les 204 millions de repas par jour en France, si on arrive à convaincre un consommateur sur 3 et qu'on remplit notre travail des 40 millions de repas par jour dans la restauration collective, vous faites le calcul, on va déjà frôler les 100 millions. Donc, ça veut dire la moitié des repas par jour, on pourrait reprendre la main. Mais pour ça, il faut qu'on reprenne la main, nous, les paysans. C'est-à-dire qu'on rédige notre facture. Parce qu'aujourd'hui, la facture, elle est rédigée par l'industrie agroalimentaire, les coopératives, Bigard, Lactalis, LDC pour la volaille, c'est eux qui font la facture. Il ne faut jamais perdre ça de vue. L'industrie agroalimentaire gère la facturation, les volumes, les importations, les exportations et les vides sanitaires. Donc, tant que ça sera comme ça, on peut augmenter les prix dans les magasins de 10-15%, ça ne changera rien. Ils reviendront pas un centime à l'agriculteur. Ça, il faut bien l'avoir compris. Donc, la base, elle est là, c'est de informer les gens, je m'arrêterai là, je vais laisser la parole, informer les gens pour que le plus possible, ils reviennent sur les marchés, acheter chez les producteurs tant que c'est possible. Il faut qu'on s'organise après avec des élus qui sont déjà rendus dans l'étape d'après, c'est-à-dire de monter des petits outils de transformation à l'échelon d'un département ou pour 2 départements pour contourner les mastodontes de l'agroalimentaire. Et puis après, chaque citoyen, nous on va les informer, chaque citoyen a un pouvoir. Coluche l'avait dit, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Voilà. À toi, Stéphane. Merci.
Merci Philippe de ton intervention et de ta concision. Tu pourrais parler des heures. Je t'avais d'ailleurs reçu dans une émission Fleuve. Tu avais presque battu le record d'Étienne Chouard et de Didier Maïsso à toi tout seul. Tu es intarissable, mais c'est très intéressant. Merci de nous faire prendre conscience justement que c'est toute la filière qu'il faut revoir et que tous les acteurs, tous les consommateurs que nous sommes ont un rôle à jouer. Alors, en parlant d'acteurs, on va recevoir notre troisième femme de l'émission aujourd'hui, Pamela Deline de la passerelle.org. Bonjour Pamela, merci de nous accorder aussi un petit moment pour cette émission un peu spéciale de présentation qui a vocation à servir de référence pour essayer d'expliquer la totalité du système dans lequel nous vivons. Et toi, Pamela, tu officies donc dans une relation de lien entre les tiers-lieux. Donc, si tu veux bien te présenter et nous expliquer ce que sont les tiers-lieux, parce que c'est pas évident non plus. Et quel est le rôle que pourraient jouer les tiers-lieux dans la décrimocratie et pourquoi tu nous as rejoints, évidemment. Bonjour, Pamela. Bonjour. Je vais essayer d'être succincte, d'être court. C'est bon, on va faire simple. Bon, je me présente vite fait. Moi, c'est Pamela Deline. J'ai 43 ans, 2 enfants. Donc, je suis fille d'artisans paysagistes et d'agriculteurs. Et donc, je suis consciente du problème des agriculteurs. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que c'est comme ça n'a pas changé. Et donc, je pense que je suis là aussi pour aider à tout ça. Et donc, mon métier, à la base, c'est la communication, mais je suis très polyvalente. J'ai travaillé dans le social, auprès des personnes âgées, auprès des enfants, des animaux, mais également au niveau de l'hôtellerie-restauration, dans différents métiers. J'ai travaillé pendant 8 ans dans un syndicat d'enseignants, donc je connais la structure syndicale qui est intéressante, mais voilà, qui ressemble beaucoup aux politiques. Donc, je sais que voilà, tout ça, c'est. Je dis que les syndiqués sont très bien, mais ceux qui sont à la tête de ces syndicats ne sont pas forcément pour le peuple, quoi. Voilà, ils sont au pouvoir. Donc oui, la passerelle. Donc la passerelle, donc c'est un tiers-lieu virtuel, mais donc je propose. En fait, donc tu vas pouvoir descendre si tu veux sur un visuel. Donc dans ce que je propose, c'est une approche systémique. Je suis venu au fur et à mesure des années. Donc ça fait 13 ans que je travaille auprès des tiers-lieux. Moi-même, je voulais créer un tiers-lieu, mettre en place un tiers-lieu, mais ça s'est pas fait. Je descends encore un petit peu. Et ça va être ce visuel-là, voilà. Alors les deux, c'est très bien. Donc voilà, donc webinaire, conférence, événement. Donc c'est l'approche systémique que je propose par le biais des circuits courts, des tiers-lieux et des collectifs. Tout est lié. C'est-à-dire, pour moi, les circuits courts sont du concret, les tiers-lieux aussi, et le collectif, voilà, c'est. Donc les circuits courts de la passerelle, je vous les développerai une autre fois. C'est un projet que je porte personnellement. Mais à côté de ça, donc effectivement, je suis en lien. Donc mon profil professionnel, j'ai créé une auto-entreprise, même si pour l'instant je n'ai pas officiellement de revenus avec ça, parce que je suis engagé, donc trop engagé. Je donne beaucoup de mon temps, mais je cherche pas forcément à gagner ma vie entièrement avec ça. Mais ce sera pour après. Ça s'appelle P comme Pam, donc c'est votre partenaire communication et développement réseau. Parce qu'au fur et à mesure des années, tous ces engagements, depuis les Gilets jaunes, donc après le syndicat, ça a été après des années, et les Gilets jaunes, les antipasses, voilà, donc j'ai toujours été à défendre les droits et les libertés. C'est plus fort que moi, j'aime pas les injustices, donc dès qu'il y avait quelque chose qui était incohérent dans ce système, voilà, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et les tiers-lieux, donc voilà, je vais peut-être aller trop vite. Explique-nous, s'il te plaît, parce que pour toi, c'est 5 ans que je travaille dessus. J'ai pris. Pamela, explique-nous ce qu'est un tiers-lieu, s'il te plaît, parce que voilà. tout le monde ne sait pas ce que c'est un tiers-lieu, s'il te plaît. Et je pense que ça fait partie des solutions. Donc, c'est pour ça que je lance l'opération clé, justement, en lien avec la décrimocratie,
en soutien à la paysannerie et au développement des circuits courts, avec 3 axes. Donc, j'en ai parlé vaguement à Stéphane, mais donc il n'y a pas de visuel là-dessus, par contre. Pas en ligne encore. Si, la petite vidéo, on voit les 3 clés. Ça s'appelle les clés. C'est un modèle qu'on peut représenter aussi dans un tiers-lieu, qu'on peut représenter pour chaque projet, pour chaque territoire, pour chaque opération clé, qui rassemble en fait des collectifs. Donc un tiers-lieu, c'est ça. Ça rassemble des associations, des entreprises, des acteurs locaux, des citoyens, toute la population peut aller dans un tiers-lieu et développer des projets. Donc, au bout du compte, ils vont amener des réflexions, ils vont se réunir lors de réunions à thème et parler de projets qu'ils veulent mettre en place sur leur territoire. Et au bout du compte, ils vont mettre en place des actions et construire ce projet. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que l'opération clé souveraineté alimentaire, je pense, est intéressante. C'est les tiers-lieux. J'ai dévié un petit peu. Mais l'opération clé est importante parce qu'en fait, ça va réunir différents acteurs, donc les collectifs, donc tous ceux qui sont co-appelants à la dicrimocratie, bien sûr, mais aussi tous les autres acteurs. Là, actuellement, par exemple, j'ai un partenariat qui a été confirmé hier, qui est le collectif des pieds dans le plat. Donc, si je viens à ça, c'est que c'est très intéressant parce que ce collectif a fait un webinaire il y a 10 jours de ça, et ils accompagnent les mairies, les acteurs locaux, les collectifs à changer le modèle de cantine collective, donc lié à l'école, aux EHPAD, donc aux restaurations collectives, dont parlait comme on peut voir. J'ai lancé les clés en septembre. Et c'est pour rassembler les consommateurs, acteurs, citoyens, collectifs, créateurs, libres, engagés et solidaires. Et ça parle aux gens. En fait, les gens, moi je suis là pour rassembler les gens, parce que c'est ce que j'aime faire depuis toute petite. Et j'ai cette capacité à aimer les différences en fait, des gens. Je suis ouverte d'esprit. Je sais pas. C'est pour ça que je rassemble. J'arrive à rassembler. Des fois, je divise aussi. Hein. Mais je rassemble en tout cas, parce que je trouve que chaque différence est enrichissante et on apprend beaucoup des gens qui sont différents. Et donc, c'est clé, c'est aussi amener les gens à s'impliquer, à se responsabiliser. Donc, l'opération clé, là, invite les gens à agir. Donc, à la fois auprès des mairies, avec la décrimocratie, en allant vers les mairies, en allant notamment les élus et les candidats aux municipales. Ensuite, il y en a d'autres qui vont choisir plutôt d'aller vers les agriculteurs locaux, les producteurs locaux, pour justement amener des solutions, des fois, à ces personnes qui ont des difficultés, ou répertorier, on va dire, recenser les agriculteurs, producteurs qui font déjà de la vente directe auprès des consommateurs, qui sont dans l'initiative-là déjà. Et donc, avec tout l'ensemble des acteurs là, que nous sommes, on va pouvoir répondre à ces besoins et amener des solutions. Donc, les solutions, donc Philippe Grégoire en a parlé. Pour moi, je pense que les circuits courts, il existe plein de formes de circuits courts, vente directe et indirecte. Donc, il ne faut pas que les agriculteurs aient peur. S'ils n'ont pas le temps, il y a possibilité d'avoir des structures qui rassemblent, qui font des regroupements de commandes, qui font un peu le travail, on va dire, de la vente pour eux, de la distribution. Et après, il y a aussi la transformation. C'est très important, ce point-là. La transformation, je pense, parce qu'il est pareil, il y a différentes possibilités. L'agriculteur ou le producteur va faire la transformation lui-même. Donc, il va gagner mieux, encore. Mais s'il a l'espace pour le faire. Après, effectivement, centraliser des outils de transformation, je pense que les tiers-lieux peuvent être très intéressants par rapport à ça, parce qu'il y a des tiers-lieux, il y a différentes thématiques. Il y a des tiers-lieux productifs, des tiers-lieux nourriciers, des tiers-lieux culturels, donc là, il y a des événements culturels, et des tiers-lieux de coworking, tout ça. Et des fois, c'est hybride. En fait, on peut faire ce qu'on veut sous un tiers-lieu. On rassemble les idées des associations, les projets d'associations, d'entreprises, parce que c'est à la fois aussi économique. On réduit aussi les frais engagés par les indépendants, les entrepreneurs, les artisans, qui vont se fédérer sous un même lieu
au bout du compte, leur bail commercial va être réduit, ça va plus du tout être la même somme, les charges vont être réduites, enfin, ainsi de suite. Et des ateliers de transformation pourraient être mis en place dans ces tiers-lieux. Il faut savoir, je finis là-dessus, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, ces tiers-lieux sont au nombre de 3500 recensés. Fin 2023, ils en ont recensé 3500 en France. Il faut savoir que beaucoup ne sont pas recensés. Parce que même moi, rien qu'autour de moi, j'en ai 2 qui ne sont pas recensés. Donc 3500 en France, imaginez-vous bien, bon, chaque territoire n'a pas le même nombre. Hein, les grosses régions, c'est surtout la Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes où il y en a le plus. Mais si on fait une moyenne, sur chaque département, ça veut dire 35 tiers-lieux par département. Mais ça se développe. Et c'est les citoyens qui se mettent en place, qui mettent des fois en place ça, ou des collectivités. Mais quand c'est les citoyens qui les mettent en place, c'est plus facile à mettre en place. Il y a moins de restrictions, moins de réglementation au niveau du lieu. Enfin voilà, c'est moins de paperasse administrative. Mais bon, voilà, tous sont en lien par différentes structures qui existent. Il y a 3 structures, l'Association nationale des tiers-lieux, l'Observatoire des tiers-lieux et France Tiers-lieux. Ce sont des structures comme des institutions nationales avec des cartes. Donc, vous pouvez trouver du compte les tiers-lieux près de chez vous. Donc là, moi, j'invite aussi les gens à aller à répertorier sur leur territoire les tiers-lieux auprès de chez eux, voir ce qu'ils font, se mettre en lien avec eux. Et certains font déjà des circuits courts. Certains ont des épiceries solidaires. Certains, et les mairies portent aussi ces projets. Voilà, c'est tout un maillage. Là, je vous ai dit plein de trucs. C'est un body boulga, comme on dit. Mais il y a quelque chose à faire. Et pour moi, c'est systémique. C'est-à-dire que si on reprend la main sur notre souveraineté alimentaire, eh ben, on est capable de travailler sur d'autres domaines. Et justement, les clés, là, pourront travailler sur d'autres domaines. C'est prévu. C'est prévu. Et chaque groupe collectif avec qui je suis en lien, parce que toutes ces années en fait d'engagement, après les Gilets jaunes, il y a eu Alliance du Peuple, aussi TVADP, et toujours électron libre à la fois, c'est-à-dire que je travaillais avec des intercollectifs, Synergie, voilà, il y a différents, il y a plein de groupes, je ne sais pas le nombre de personnes autour de moi, mais dans la passerelle.org, j'ai 4 groupes de travail, en tout on est 300. Et parmi eux, il y a des porteurs de projets avec des alternatives. C'est ça, des alternatives d'un nouveau monde, en fait. Donc, si on change le système par la base, on reprend la main par la base, on pourra modifier ça. Moi, j'y crois. Et la souveraineté alimentaire, l'agriculture et DICRIM. DICRIM, je connais ce document depuis la période Covid. J'étais en lien avec des personnes qui étaient déjà dans les brigades DICRIM et avec qui je travaillais. Voilà. Et donc, là, ça peut insuffler un bon moyen parce que bon, chacun a des actions, chacun a des documents qu'on peut utiliser, hein, la discrimocratie.fr, hein, c'est ça, et le SAMU social agricole, et il y en aura d'autres. Moi, je dois vous faire un plan d'action pour ceux qui vont au municipal, ceux qui vont aller à la rencontre des élus, des futurs élus, des candidats. Parce que là, ils vont être sur les marchés. Vous allez les voir. Et là, vous aurez un petit flyer, un petit document à leur donner. Alors, voilà, vous connaissez la décrimocratie, enfin le dossier des crimes. Vous savez qu'on peut reprendre la main sur notre souveraineté alimentaire. On est tous concernés. On est tous concernés. On est tous, on doit tous manger. Et on doit tous manger sainement pour être en bonne santé. Tout est lié. L'environnement, tout. Merci Pamela. Tu n'avais pas besoin de parler aussi vite. On aurait pris le temps qu'il te fallait. De toute façon, on va faire des émissions après séparées pour expliquer plus en profondeur pourquoi chaque intervenant aujourd'hui ici et tous ceux qui seront à venir, hein, comme tu l'as dit, c'est une approche systémique. Pourquoi ces gens et toutes ces personnes et toutes ces initiatives, ces associations, ces sociétés éventuellement, parce qu'on va en recevoir une maintenant, hein, la personne de Michel Lecomte, sont fondamentales. Chaque pièce du puzzle est très importante. Et pour toute action qui se respecte, eh ben, il faut des médias. Et pour tout média qui se respecte, il faut un réseau. Et puis ça tombe bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Michel Lecomte
qui, dans le cadre de rencontres, hein, il n'y a que les montagnes, comme on dit, qui ne se rencontrent pas, nous a fait la gentillesse et l'offrande, hein, dans le vrai sens du terme, d'un accueil au sein de son réseau national. Il va nous expliquer cela, qui pourrait être une alternative aux GAFAM, aux réseaux sociaux, mais dans un premier temps, au moins un complément. En tout cas, c'est une initiative française, avec une vraie démarche citoyenne, avec une vraie démarche politique dans le sens de la gestion de la cité, mais il va nous en parler beaucoup mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Michel, bonjour. Est-ce que tu peux donc, toi aussi, jouer le rôle et accepter le rôle qu'on nous a défini à tous aujourd'hui, une petite dizaine plus ou moins, s'il t'en faut 20, tu en prendras 20 minutes pour te présenter ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu penses que la dicrimocratie est une action qui doit être soutenue et surtout accompagnée. Bonjour Michel et merci de bien vouloir te présenter. Bien, bonjour à tous. Et après avoir écouté donc les différents intervenants, je suis convaincu que j'ai eu raison de dire oui quand tu m'as proposé de devenir co-appelant de dicrimocratie. J'y ai ma place, enfin tout du moins ma société, moi je suis qu'une pièce de la société, petite entreprise française souveraine, j'insiste sur le souverain, sans faire de politique, c'est vraiment de la souveraineté mais dans l'intelligence économique. Et donc j'ai eu raison d'accepter parce que tous les projets qui ont été, on va dire, expliqués, je suppose qu'il y en a plein d'autres qui n'étaient pas là aujourd'hui, mais qui viendront compléter, ont tous besoin d'une visibilité, d'une médiatisation, mais dans le bon terme de la vie, dans le bon sens de la médiatisation, comme on avait autrefois. Moi, j'ai 70 printemps. Autrefois, on avait des médias dans les territoires, et ces médias mettaient en avant toute la vie des territoires. Aujourd'hui, ces médias n'existent plus. Malheureusement, les médias appartiennent tous à des grands groupes financiers et puis ils mettent ce qu'ils leur rapportent, en sachant que ce qu'ils leur rapportent, c'est la publicité ciblée qui apparaisse sur vos écrans ou sur le papier ou sur les réseaux sociaux quand vous allez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site d'un média, eh bien, il y a plein de balises qui regardent ce que vous regardez et puis après vous allez avoir des publicités ou des contenus ciblés qui vont arriver sur vos écrans. C'est ça, le modèle économique des médias aujourd'hui. Chez nous, il n'y a rien de tout ça, parce que notre modèle économique n'est pas basé justement sur la revente des données de navigation des internautes, donc des citoyens. Je passe là-dessus, je ne vais pas m'éterniser, vous pourrez aller voir sur notre site, on explique tout ça. Alors, moi, ce qu'on défend, c'est la souveraineté économique, alimentaire, culturelle et numérique de chaque territoire. Et donc, la plateforme que vous voyez là est une plateforme média collaboratif. J'insiste sur le collaboratif parce qu'en réalité, il y a des contenus qui sont faits par des journalistes. Pour l'instant, il y en a peu, mais bientôt, il y en aura beaucoup. Et la plupart on va dire actuellement 90% des contenus qui sont là, des articles et des vidéos, sont mis par nos membres premium, c'est-à-dire des acteurs de la vraie vie dans chaque territoire. Donc là, ça, c'est la plateforme principale. On va dire que c'est la plateforme fourre-tout. Tout arrive là. Il y a très peu de politique, mais il y en aura, parce que malheureusement, il y en aura. Mais autrement, c'est la vie économique, c'est le sport, c'est le tourisme, c'est la vraie vie. On a créé un maillage avec tous les territoires de France. Chaque commune, même s'il n'y a que 150 habitants, a ses pages médias. L'idée est de faire en sorte que tous les acteurs de chaque territoire publient sur la même page ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. C'est ça qui vous manque à tous. Aujourd'hui, malheureusement, vous êtes tous sur les réseaux sociaux américains qui, eux, se servent de vous. Parce qu'ils ne vont pas vous mettre en avant plus que ça. Ils vous enferment dans ce qu'on appelle des bulles de filtre en numérique. Donc vous êtes dans des bulles de filtre et en fait, vous êtes dans l'entre-soi. Seuls les gens qui sont en relation avec vous vont voir ce que vous avez publié. La preuve en est, c'est que moi-même et tous mes collaborateurs, nous sommes sur les réseaux sociaux américains.
Et je suis sûr que dans ceux qui sont présents, personne n'avait entendu parler de moi, ou de Smart Réseau, ou de TV locale, ou des acteurs locaux. Personne. Et pourtant, nous faisons en permanence, tous les jours, il y a des centaines de publications qui sont mises sur les réseaux sociaux par des membres de notre réseau. Et ça, c'est la puissance de feu de ces réseaux américains où malheureusement tout le monde s'agglutine. La seule chose que vous faites tous, c'est de la communication. Ben, la communication, ça ne fait pas vivre. Ce qui fait vivre, c'est toucher les cibles. Et surtout lorsque l'on défend des causes comme les vôtres. Chacun de votre côté, vous avez des causes que vous défendez. Vous avez besoin de toucher des cibles. Si vous parlez uniquement aux gens qui pensent comme vous, bah, ça peut durer longtemps, mais vous n'allez pas solutionner le problème. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce que ma société qui a 11 ans, qui va avoir 11 ans au mois de juin, elle est citoyenne effectivement et elle ne peut pas faire autrement que de s'impliquer dans le problème de la souveraineté alimentaire qui va toucher la France et toucher tous nos agriculteurs. On s'est tous bagarrés contre le Mercosur. Le Mercosur, il allait passer, de toute façon, c'était déjà écrit. Nos politiques mondialistes l'avaient déjà voté depuis longtemps. Il y a l'Inde qui va arriver, il va y avoir l'Australie, tout va passer. Le problème, c'est qu'il y a des choses vraies et des mensonges qui ont été balancés. Mais attention, il y a des mensonges même au niveau de, soi-disant, l'Amérique du Sud, c'est plein d'hormones et compagnie, que tout va être mauvais. C'est pas vrai. Moi, j'ai envoyé quelqu'un au Paraguay pour enquêter, pour être sûr. Eh ben, au Paraguay, je suis désolé, mais la viande de bœuf, elle sera aussi bonne que celle que j'en ai en France. Donc, on a un réel problème au niveau des agriculteurs. Et il faut en prendre conscience. Si on veut les sauver, il faut changer les habitudes et les pratiques alimentaires dans la population. Et pour ce faire, il faut absolument que nous arrivions tous ensemble à mobiliser les consommateurs. Les consommateurs, en sachant qu'ils vont réserver peut-être entre 5 et 10%, si on arrive à bien travailler ensemble, de leur budget alimentation en circuit court. Et c'est ça qu'il faut viser. Ne cherchons pas à faire 90%. Il ne faut pas rêver. Ils ont besoin d'aller faire du tourisme, ils ont besoin d'acheter les derniers smartphones. Donc, leur budget, il est tout petit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça, Philippe Grégoire, qui est un agriculteur, il va comprendre ce que je vais dire. Vous vous connaissez entre vous. Vous savez quels sont vos collègues qui font tel produit à telle période de l'année, et ainsi de suite. Maintenant, le consommateur, est-ce que lui, il sait vous trouver? Moi, je vais vous dire, j'habite dans une commune qui s'appelle Albias, en Tarn-et-Garonne, 3600 habitants. Je ne connais pas et je ne sais pas trouver les producteurs de mon quartier. Parce qu'il n'existe pas d'annuaire, attention, d'annuaire fait pour les consommateurs. Donc le consommateur qui va vouloir pratiquer de circuit court, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Monsieur Google. Il va dire à Monsieur Google où est-ce que je peux trouver, par exemple, tel produit ou tel produit. Et Monsieur Google, il va l'envoyer d'office sur ses clients qui le payent. Parce que lui, il n'est pas philanthrope. Et automatiquement, il va tomber sur les grands groupes. Et donc, je ne vais pas acheter chez l'agriculteur de mon quartier. Parce que lui, il n'est pas référencé. Et souvent, il n'a pas de site internet. Ou s'il en a un, il n'est pas référencé. Parce qu'il ne sait pas le tenir. Il n'a pas que ça à faire. C'est ça que l'on va apporter. Donc, j'ai décidé, avec cette crise agricole, de mettre notre plateforme à la disposition du monde agricole. Ce faisant, je vais, si ça marche, je vais également participer à mobiliser des gens des quartiers et des villages en ruralité. Et là, tout à l'heure, Pamela, qui parlait très bien des tiers-lieux, eh bien, nous, on va pousser les tiers-lieux, mais pas comme elle le fait. Nous, on va impliquer les collectivités. Et il faut profiter du moment de cette crise alimentaire pour pousser les collectivités à adopter un circuit court et s'engager à ce que la collectivité n'achète qu'en circuit court chez les paysans. Et faire en sorte que les entreprises qui sont dans ces mêmes territoires fassent pareil. À ce moment-là, on va pouvoir
amener des tiers-lieux avec des conciergeries, parce qu'on ne pourra pas trouver tous les produits dans le même quartier. Il faudra bien les faire venir des territoires voisins, soit dans le même département, soit des départements d'à côté. Eh bien, en faisant, si vous suivez ce que l'on va vous proposer, eh bien, on va pouvoir faire des conciergeries qui vont pouvoir transporter d'un côté comme de l'autre des produits qui sont du coin. C'est du circuit court, ça. Et là, on va y arriver. Mais il faut qu'on fasse tous ensemble. Moi, les idées, je peux vous en balancer plein. Elles sont miennes ou elles sont de personnes qui utilisent ma plateforme. On appelle ça du partage de compétences. Et donc, moi, je suis pour le partage de compétences. Et donc, dans les tiers-lieux, un bon tiers-lieu, il faut qu'il y ait un modèle économique. C'est le problème des tiers-lieux. Vous savez, les tiers-lieux, ça existe depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'ils sont éparpillés. Ils ne communiquent pas entre eux. Donc, on a créé une plateforme. Pour l'instant, elle est vierge. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup qui vont y arriver. On l'a appelée écolieu au pluriel.com. C'est une plateforme où il y a tous les territoires. On la met à la disposition des tiers-lieux. Donc, Pamela, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus, parce qu'on risque de vous amener jusqu'à un modèle économique. Et si vous voulez aider les agriculteurs, c'est maintenant, eh bien là, on va pouvoir démarrer maintenant. On a les outils pour ça. Donc, ce qu'on vous propose, je vais essayer de ne pas être trop long, c'est des plateformes, parce que là, n'oubliez pas, hein, nous sommes bien un média réseau social, ce qui veut dire que vos idées sont vôtres. Jamais nous les prendrons. Au contraire, on va vous aider. On va vous mettre à disposition des plateformes. Oui, ben voilà, par exemple, de la même manière que j'en ai mis deux à disposition d'AMDF et de je cherche. Dicrimocratie. On est des petits concurrents de YouTube, donc on sait héberger des vidéos et créer des chaînes. Il est important, vous savez, il est important que vous compreniez qu'il faut sortir de ces habitudes, de ces usages des réseaux des GAFAM. Souvenez-vous, quand vous avez une chaîne YouTube, automatiquement, votre vidéo va être référencée par YouTube, par Google, parce que Google et YouTube, c'est la même maison. Et automatiquement, lorsque les gens vont aller voir le contenu que vous avez publié, ils vont avoir dans la colonne de droite des contenus en rapport ou en contradiction de ce que vous avez, vous, publié. Parce qu'ils manipulent la population, hein, les GAFAM. Donc, attention, il faut faire attention à ça. Moi, je vous invite à venir chez nous. Parce que chez nous, il n'y a pas tout ça, puisqu'on ne vend pas les données. Notre modèle économique n'est pas là. Je pense que ce sera plus facile qu'il y aura des questions. Et ça fera l'objet d'autres rencontres. J'espère que j'en ai dit assez là. Très bien, Michel. Écoute, je pense que tu nous as bien expliqué en mots simples et compréhensibles quelle était ta démarche et quelle était cette plateforme que tu mettais à la disposition. Oui, tu voulais compléter quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. Mon réseau social, la différence par rapport aux Américains, c'est que j'ai confié l'animation et la modération de mon réseau social média à une association qui s'appelle Asso TV Local, qui d'ailleurs va changer de nom dans les semaines qui viennent pour s'appeler uniquement Asso Acteurs Locaux. Donc les acteurs locaux qui sont en train de créer des délégations dans tous les territoires de France et de Navarre, et les responsables des délégations sont des acteurs locaux. C'est-à-dire que Pamela, demain, peut tout à fait devenir la présidente de la délégation des acteurs locaux du département où elle est, ou du canton où elle est. Là où c'est important, c'est que moi, j'essaie de promouvoir l'économie circulaire. Je vous ai bien dit dès le démarrage de ma présentation, je suis dans l'intelligence économique. Donc, l'intelligence économique, ça veut dire que l'économie, il faut que ça tourne un maximum dans le territoire. Donc, il est évident que ceux qui vont promouvoir les acteurs locaux et notre plateforme française, ils vont m'amener du chiffre d'affaires, ils vont m'amener mes clients, vous savez, les collectivités ou les entreprises qui vont s'abonner chez moi pour faire leur communication. Eh bien, je reverse automatiquement 30% de mon chiffre d'affaires hors taxe à la délégation de l'association locale. Et il y a 10% de mon chiffre d'affaires que je reverse à l'asso nationale qui, elle, doit dépenser de l'argent pour être présente dans les salons, un peu partout, pour parler des acteurs locaux. Ça veut dire que j'ai déjà 40% de mon chiffre d'affaires qui reste dans le territoire. Ça, c'est important. De la même manière que nous réservons également jusqu'à 30% sur mon chiffre d'affaires pour rémunérer
des commerciaux de l'association des acteurs locaux. Vous savez, des commerciaux qui pourraient tout à fait amener des affaires. Eh bien, on les rémunère. C'est-à-dire que j'accepte d'abandonner 70% de mon chiffre d'affaires en circulaire. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Hein. Alors c'est très drôle ce que tu dis, enfin je ne sais pas si c'est drôle, mais en tout cas c'est très pertinent parce que hier dans l'émission avec Jean-Claude Goni, nous avons mis en évidence ce qui semblait pas toujours intuitivement très pertinent, c'est-à-dire comment à travers l'économie retrouver une liberté et mettre en place une démocratie. Et c'est toute la problématique aujourd'hui puisque on a toujours tendance à opposer l'économie et la politique. On a toujours tendance à opposer l'économie avec le bien commun. On sait très bien qu'en France, l'argent est tabou et on pense que à partir du moment où on est dans une dynamique commerciale, on ne peut pas œuvrer pour le bien commun. Eh bien, paradoxalement, l'initiative, par exemple, de Jean-Claude Goni avec Escapade, l'initiative des tiers-lieux, qui sont des milliers de petits entreprises ou de petites initiatives qui ont des modèles économiques viables, hein, paradoxalement, il faudrait que les paysans redeviennent ce qu'ils ont toujours été, non pas des esclaves au service d'une oligarchie et d'une concentration de pouvoir de distribution, de transformation, de pouvoir d'investissement, mais à travers cette économie circulaire, cette petite économie de circuits courts qui, cumulés les unes à côté des autres, finit par faire une vraie base et redonner éventuellement à notre pays une capacité d'innovation. N'oublions pas que 96 ou 98% du tissu économique et du PIB de la France est fait par des petites et moyennes entreprises. Avant de conclure, et je vais donner la parole à Philippe Grégoire pour la conclusion, je voulais juste prendre une petite minute pour vous préciser, j'en profite pour te remercier encore une fois Michel, nous ferons des émissions plus longues consacrées à nos partenaires les uns après les autres pour qu'ils puissent nous expliquer très concrètement ce qu'ils font et pourquoi nous avons tous intérêt à travailler ensemble. Sur le site de la dicrimocratie.fr, dicrimocratie.fr, vous l'avez écrit en dessous. Vous avez donc de quoi faire la part de votre travail, vous et moi, chaque citoyen, vos femmes, vos enfants, vos amis, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents. Vous allez sur la page d'accueil, le site est en construction et tous les jours il y aura des nouveautés. Et en 3 actions très simples, vous avez 2 minutes de lecture, vous allez chercher le mail avec un moteur de recherche et l'adresse de votre mairie, vous copiez et collez un texte déjà préparé où vous interpellez votre maire ou vos conseillers municipaux ou l'intercomcom si vous le voulez, vous avez accès à toutes ces informations-là. Et une fois que ce mail est copié, si vous voulez aller jusqu'au bout de la démarche, envoyer un courrier ou une lettre recommandée avec accusé réception, vous nous transférez tout simplement votre mail car le suivi sera assuré par le service de la décrimocratie afin, encore une fois, de ne pas vous obliger d'aller jusqu'au bout de la démarche en tant que citoyen. On sait que parfois c'est compliqué à la fois de pouvoir entretenir une espèce de combat quotidien. Là, ce que nous vous demandons juste, c'est de interpeller directement en tant que citoyen vos maires dans cette période électorale, mais pas que. La décrimocratie s'inscrit dans la durée. Nous courons un marathon et non pas un 100 mètres. Il est sûr que l'actualité aujourd'hui, à la fois malheureusement des manifestations de la paysannerie, mais rien de nouveau malheureusement, comme nous dit souvent Philippe Grégoire, ça fait des décennies que c'est toujours comme ça et que c'est récurrent. Vous pouvez par un simple courrier, un simple mail, intervenir. Et sachez aussi que de notre côté, nous avons un fichier de plus de 80 000 collectivités territoriales, ce qui donne quand même un peu le tournis. Quand on sait qu'en France, on a 80 000 points contact de collectivités territoriales entre les départements, les régions et tous les organismes officiels, ce qui, là aussi, des fois, certaines
personne se demande où passe notre argent. Ben, quand vous savez ça, vous avez compris où passe notre argent, effectivement. Voilà, donc on va conclure. Je vais laisser le mot de la fin. Je remercie tous les intervenants. Encore une fois, suivez la chaîne de Décrimocratie à travers l'AMDF et la démocratie directe.org, puisque tout est parti à la base d'une initiative citoyenne de démocratie. Et nous allons mettre sur la plateforme réseau l'ensemble de nos ressources, puisque notre but aussi est de créer une médiathèque à disposition des citoyens pour qu'ils puissent réfléchir en rencontrant à chaque fois des initiatives particulières. Merci à ceux qui ont pu rester. Philippe, je te laisse le mot de la fin avant de lancer le générique. Et encore une fois, merci à tous. Oui, oui Stéphane, mais il faudra bien sûr refaire d'autres réunions de ce genre parce qu'on n'a pas eu forcément assez de temps pour expliquer les uns les autres ce qu'on avait à dire. Et puis, comme disait Michel, alors faut dans un premier temps les réseaux utilisés, qu'ils soient Facebook, Google ou Twitter et autres, les gens qui ont commencé avec ces outils-là, puisqu'on n'a que ça comme outil, dans la mesure où les grands médias, on sait comment ça se passe, où on a 1 minute. Donc en 1 minute, on ne peut rien développer du tout. Donc il faut justement, avec Michel Lecomte, voir comment utiliser les médias, le média qu'a Michel, tout en gardant les autres, parce que les autres nous connaissent sur les autres, donc on peut bifurquer et faire le passage, et puis informer les gens pour qu'ils se rapprochent, que les consommateurs court-circuitent et fassent évoluer ce modèle économique, autant sur les collectivités territoriales où il y a plein de choses à faire, mais il y a déjà des élus qui l'ont fait. Moi, j'irai faire un reportage chez des élus où la commune, elle est totalement autonome en énergie et en alimentation. C'était une volonté du maire, donc j'irai faire un reportage là-bas et ça remonte à plus de 15 ans. Voilà. Donc, comme quoi, quand on veut, on peut. Et je pense que informer les gens, surtout aujourd'hui, de la désinformation, quand ils disent que c'est 13% du budget des ménages d'alimentation, moi je peux leur prouver que c'est plus de 26%, voilà, parce que tout est subventionné, et puis il y a l'impact sur l'environnement et sur la santé, donc c'est bien plus de 26% de ce que payent réellement les Français. Et donc moi je pense que l'émission qu'on a fait aujourd'hui, elle est très bien. Ça demande à en faire d'autres pour expliquer plus dans les détails et puis essayer d'avoir une convergence entre nous, puisque seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Tout à fait. Formule traditionnelle, mais qui a toute sa pertinence aujourd'hui. Bien évidemment, ce format est volontairement court, quoique 1h20, c'est pas forcément très court. Mais bon, il y avait beaucoup d'intervenants. On voulait juste faire une émission qui pourrait être, entre guillemets, une petite référence en attendant de développer peut-être des vidéos courtes, etc. On va essayer de faire de la vraie communication avec nos petits bras musclés, parce que nous sommes tous des militants pilotants. Oui, Michel, tu voulais dire, pardon? On va vous aider pour ça, parce que moi aussi, de mon côté, je vais proposer de faire des interviews, des émissions avec tous les intervenants et tous les gens que vous connaissez, qui méritent d'être médiatisés. On va le faire ensemble. Et là, on a une puissance de feu, on a un savoir-faire là, à ce niveau-là. Écoute, important, moi je ne dis pas qu'il faut virer les GAFAM. Il faut utiliser les GAFAM, et pas se faire utiliser par eux, mais les utiliser. Donc, nous, on est un complément de communication des GAFAM. Nous, on arrive à toucher des personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, justement. Tout à Vous fait. avez remarqué, vous pouvez aller vous balader sur notre média, on ne vous demande jamais de vous inscrire. Tout à fait. N'importe qui peut y aller. Ce qui fait qu'en utilisant notre plateforme, automatiquement, ce que vous allez y mettre va passer sur le média qui, lui, est libre d'accès par tout le monde. Donc, c'est là-dessus. Donc, on va vous proposer des interviews. Alors, je sais aussi qu'à l'inverse, Philippe Grégoire et Michel Lecomte vont faire bientôt une émission commune pour travailler. Et quelques semaines après, je te recevrai, Michel, où là, on aura tout le loisir d'expliquer en long, en large et en travers pourquoi il faut absolument soutenir Smart Réseau et toute sa nébuleuse, parce qu'il y a une petite nébuleuse, mais qui là aussi est une approche systémique et pensée pour avoir un modèle économique de proximité
Et c'est vraiment, encore une fois, une initiative qui va tout à fait dans le sens de la décrimocratie. Alors, bien évidemment, on va laisser en bon gentleman le mot de la fin. J'ai bien dit le mot de la fin, Pamela. Et que tu puisses nous apporter une petite conclusion rapide avant que je puisse lancer le générique de fin. C'est l'avenir et c'est comme ça qu'on y arrivera. La coopération est indispensable et acceptons les différences et je dirais rassemblons-nous autour des valeurs RSE justement. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est exactement ça. C'est le social, l'environnement et l'économie locale. Et tout ce qu'on mettra en place avec ces 3 valeurs, c'est durable. Voilà. Eh bien, merci à tous et on se donne rendez-vous régulièrement, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, en fonction, en fil du lot de l'actualité et du temps qui nous sera imparti. Merci Pamela, merci Michel, merci Philippe. On salue Martine et Claude, Alexandre Boisson aussi, Jean-Claude et Sylvie Bonaldi qui vient aussi de nous quitter. Et nous vous invitons tous à nous rejoindre encore une fois. Venez, alors c'est pas une publicité, hein, mais venez comme vous êtes. On n'a rien à vous demander, on n'a rien à vous vendre. C'est juste une proposition de se réapproprier notre lien et ce qui fait de nous une nation et ce qui fait de nous des co-citoyens. Je vous remercie à tous et à très vite. Au revoir. Merci.